Mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré à vos demandes d'apostille et de légalisation, avec la participation de Gaëlle Gaillard, la directrice du Centre de légalisation et d'apostille de Paris, plus connu maintenant sous l'acronyme du CLAP. C'est un rendez-vous qui s'inscrit dans une démarche d'écoute et d'amélioration du service rendu justement au sein du CLAP. Et dans ce contexte, en tant que notaire de la Compagnie de Paris, vous avez été destinataire il y a quelque temps d'un questionnaire intitulé « Le CLAP et vous », qui a donné lieu à un certain nombre de réponses, peut-être pas assez à mon goût d'ailleurs, par rapport aux enjeux et par rapport aussi aux demandes, aux éventuelles récriminations dont on a pu être les destinataires, qu'elles soient justifiées ou non. Mais je vais quand même, parce que nous avons un souci de transparence, je vais quand même partager avec vous les principaux enseignements de ce sondage. Quelles connaissances tirées de ce questionnaire? Tout d'abord, 2/3 des répondants se considèrent suffisamment informés du processus qui concerne les apostilles et légalisations, contre 1/3 qui se jugent insuffisamment informés. Sur les informations qui vous sembleraient utiles de creuser, il y a comment légaliser ou apostiller, la question des délais de délivrance, et on va y revenir, comment mieux suivre un dossier ou avoir un contact pour parler du dossier. Sur les informations qui sont délivrées par la Chambre ou le CLAP, à plus de 85%, vous les considérez comme tout à fait ou partiellement claires et complètes. Sur le canal que vous retenez pour vos demandes auprès du CLAP, vous le faites principalement directement en vous connectant sur le site de la DSN. Vous êtes 78% à le faire. Les 22 autres pourcents passent par des prestataires de services externes. Sur l'accueil au sens large du CLAP, donc que ce soit par visite sur place ou par contact à distance, vous êtes plus de 65% à être satisfait ou très satisfait, contre 18% qui êtes moyennement satisfait. Et si on va plus loin, l'accueil, la disponibilité des collaborateurs du CLAP, c'est carrément plus de 90% d'entre vous qui êtes satisfaits ou très satisfaits, contre 10% qui sont très moyennement satisfaits. Alors ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des points d'alerte. Tout d'abord, sur le suivi de l'avancement du dossier en cours, 35% d'entre vous seulement vous déclarez satisfait de l'information sur le suivi du dossier, contre 65% qui sont plutôt insatisfaits. Un autre point d'alerte, ce n'est pas forcément une surprise, mais c'est sans appel. Vous considérez à plus de 95% que les délais n'ont pas été respectés. Nous y reviendrons longuement tout à l'heure. Enfin, sur la note globale, en termes d'étoiles, le CLAP obtient la moyenne, mais juste la moyenne, 2,5% sur 5, 2,5 sur 5, 2 étoiles et demie sur 5. Ce qui, évidemment, on peut faire mieux, on va faire mieux. Je rappelle quand même que ce nouveau service n'a que 6 mois d'ancienneté, donc il est encore en période de rodage et en amélioration permanente, donc on fera mieux. L'objectif de la session de ce matin, c'est justement de répondre à vos interrogations, de clarifier le fonctionnement de la plateforme en ligne et les différentes étapes qui sont nécessaires à l'obtention de vos formalités, d'échanger avec vous sur vos retours d'expérience et de rappeler les délais légaux qui sont désormais incompressibles. Les règles ont changé, ce n'est pas que le CLAP, hein, les règles ont changé. Le CLAP a pour autant pleinement conscience des attentes légitimes, de vos attentes légitimes en termes de réactivité, de fluidité, que ce soit donc vos attentes ou celles de nos clients. Il faut quand même intégrer que nous avons 6 000 demandes mensuelles, ça correspond à 15 000 formalités à délivrer. Donc c'est un volume assez considérable qui nécessite encore des ajustements, qu'ils soient techniques ou organisationnels. Et c'est l'un des buts de ce webinaire, d'améliorer les choses. Nous comptons sur vous, vous êtes 350 inscrits, c'est une très bonne chose. Vous allez nous aider à identifier les leviers d'amélioration et à construire ensemble un service qui est adapté à vos besoins. Alors, merci à chacun pour votre présence et pour votre compréhension. Je passe la parole à Gaëlle. Merci Président pour cette introduction. Effectivement, vous l'avez rappelé, c'est difficile de s'exprimer face à vous aujourd'hui au regard de cette enquête de satisfaction. C'est un exercice difficile, mais c'est un exercice nécessaire et même, je dirais, incontournable si on veut améliorer les choses ensemble.
En effet, l'objectif de ce webinaire, il est clair, c'est qu'à son issue, vous ayez les clés en main pour mieux constituer vos demandes, mieux communiquer avec nous, c'est important, et mieux comprendre les outils et les procédures, et au final, mieux répondre et mieux servir vos clients, vos propres clients. Comme l'a dit le président, vous avez été nombreux à vous exprimer dans le cadre du questionnaire qui était joint à l'invitation, et il ressort de ces réponses que vous attendez des délais clarifiés, des procédures fluides et des réponses rapides à vos demandes. Le but à travers ce webinaire, c'est de vous expliquer toutes les étapes qui sous-tendent à la délivrance de vos formalités. Et je vais revenir sur 3 chiffres qui me semblent importants, effectivement. 6 000, c'est le nombre de dossiers que le CLAP reçoit en moyenne chaque mois. Pour le seul mois d'octobre, nous avons reçu 6 693 demandes, ce qui constitue en termes de documents 15 à 17 000 documents. 15, c'est le nombre des centres qui ont récupéré la compétence. Je rappelle qu'avant la réforme, 33 cours d'appel gérait ces formalités, en plus du bureau des légalisations du MEAE pour la partie légalisation. Donc on est passé quand même de 33 à 15 centres, et c'est Paris, c'est le point qui concentre plus de la moitié des demandes nationales, et 70% pour les seules légalisations. Alors ces chiffres, ce sont ni des excuses, ni des justifications, mais ce sont des réalités opérationnelles avec lesquelles on doit composer. Et si je vous les livre aujourd'hui en toute transparence, c'est pour qu'encore une fois, vous ayez la compréhension de tous ces efforts qui sont nécessités pour vos demandes. Je veux saluer aussi l'équipe du CLAP qui tient le choc depuis le lancement, qui travaille avec beaucoup d'implication, sous pression très souvent, mais toujours avec le sens du service public. Et je veux aussi remercier les presque 200 notaires qui nous accompagnent et qui sont véritablement nos coéquipiers dans cette mission, puisqu'ils sont 4 à se succéder chaque jour au Centre de légalisation et des formalités 50 avenue Daumesnil à Paris pour certifier ces 15 000 et quelques documents. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que vous êtes pressé qu'on rentre effectivement dans notamment les prérequis. Juste avant de commencer, je voulais revenir sur les acteurs qui constituent, on va dire, la chaîne sur la délivrance de ces formalités. Alors tout d'abord, le Conseil supérieur du notariat qui a notamment en charge l'alimentation de la base de données nationale des signatures publiques. On va y revenir, mais c'est l'un des gros changements de la réforme, c'est qu'aujourd'hui, nous vérifions la signature et le sceau public présent sur les actes, et on le fait à travers une mise en concordance d'une base qui est alimentée de l'ensemble des signataires publics au niveau national. Le CSN gère également une hotline grand public qui va notamment intervenir sur les problématiques techniques lors de la création de la demande. À côté du Conseil supérieur, l'ANGAL, qui est l'association notariale de gestion des apostilles et des légalisations, qui a plutôt en charge le pilotage et la gestion du dispositif technique et opérationnel, et c'est l'ANGAL qui va mutualiser l'ensemble des ressources et des moyens déployés au sein des 15 centres. L'ANGAL également est mobilisé pour l'émission de toutes les factures afférentes à la délivrance de vos formalités. Et enfin, on a la DSN qui a développé l'outil informatique que vous êtes déjà nombreux à utiliser. Le portail grand public, c'est le portail auquel vous vous connectez pour créer la demande, et l'interface notariale qui est effectivement le volet utilisé par les 200 notaires qui vont venir formaliser vos demandes d'apostille et de légalisation. C'est la même interface qui est utilisée par les 15 collaborateurs du CLAP pour traiter vos demandes. Il y a également une hotline utilisateur spécifique au guichet, au notaire, qui est géré par la DSN. C'est important de rappeler effectivement l'ensemble des acteurs qui contribuent à la mise en œuvre de ce service. On l'a dit, Paris concentre l'ensemble des demandes, ou en tout cas une grosse partie. Voilà, sans forcément lire la légende qui accompagne ce schéma, vous pouvez distinguer le centre de Paris avec une volumétrie qui est exceptionnelle, et l'arrivée des légalisations au 1er septembre a accentué effectivement ce volume, et il faut le prendre en considération quand il s'agira d'évoquer les délais de traitement. Pour constituer votre demande en ligne,
Alors, une seule plateforme, une plateforme unique, qu'elle concerne à la fois vos demandes d'apostille ou de légalisation. Alors, effectivement, l'URL semble restreindre aux seules apostilles cette plateforme. Il n'en est rien. Ça a été un questionnement au début, mais n'ayez aucune inquiétude. C'est bien la plateforme apostille.notaire.fr qu'il convient d'utiliser à la fois pour créer votre demande et ensuite pour la suivre. Suivre, c'est-à-dire constater l'état d'avancement de la demande et régler les frais de redevance qui l'accompagnent. Si on reprend un petit peu, si je rentre dans le détail des différentes étapes qui constituent la création de la demande en ligne. Alors, premièrement, il convient de renseigner le motif de la demande. Est-ce qu'il s'agit de répondre à un appel d'offres, de s'installer à l'étranger? Est-ce que cela concerne des démarches en termes de scolarité? Ça, c'est important, notamment sur la partie statistique de l'ensemble des demandes qui sont faites. Le pays de destination, bien entendu, il est extrêmement important puisque c'est la clé d'entrée qui va nous permettre, à travers le tableau de l'état du droit positif en matière d'apostille, de savoir si votre formalité doit être examinée sous l'angle de la procédure d'apostille ou bien de légalisation. Ce pays sera d'ailleurs mentionné sur le cartouche de la formalité qui sera délivré par le notaire à l'issue de l'instruction de votre demande. Deuxième point, il faut renseigner la qualité du demandeur et cette indication a une conséquence puisque le montant de la redevance va différer selon que le demandeur est un particulier ou un professionnel. Pour un demandeur particulier, on va être sur 12 € TTC l'acte qui sera multiplié par 2 pour un professionnel. Donc voilà pourquoi on vous demande effectivement la qualité de celui qui crée la demande. C'est important. Enfin, on va déclarer les documents, c'est-à-dire le nombre de documents qui vont être présentés à la formalité d'apostille ou de légalisation, leur typologie, et on va indiquer, quand c'est le cas, s'ils sont ou non accompagnés d'une traduction. Ne vous inquiétez pas, nous, on a détecté un certain nombre d'approximations sur la déclaration de ces documents, mais l'agent administratif qui va prendre en charge le traitement de votre dossier aura toujours la possibilité de corriger notamment une typologie de documents. Nous, on suit la nomenclature du tableau du MEAE. Si le document a été référencé dans la mauvaise catégorie, c'est quelque chose que nous pourrons modifier. Ensuite, sur les modes de transmission de vos documents originaux au CLAP, plusieurs moyens s'offrent à vous. Tout d'abord par voie postale. Et dans ces cas-là, on va vous recommander un envoi en lettre suivie ou en lettre recommandée. Comme je vous l'indique, on reçoit plus de 6000 dossiers par mois. Si il y a une problématique en termes d'acheminement de votre courrier, l'avoir sécurisé par un envoi en lettre suivie ou recommandée nous permettra de mieux suivre l'acheminement de votre pli au CLAP. Sur rendez-vous, également, c'est l'une des possibilités. Nos guichets sont ouverts de 9h à midi chaque jour de la semaine. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, de prendre rendez-vous et de venir déposer en main propre vos dossiers et vos documents originaux. Ça, c'est une deuxième possibilité. Et enfin, et c'est notamment vrai pour vous, professionnels notaires, passer par l'intermédiaire d'un coursier, démarcheur, porteur. Il fréquente le CLAP tous les jours, nous dépose un certain nombre de dossiers et se charge, alors selon le niveau de mission que vous leur confiez, soit effectivement de se limiter à la remise de vos documents et à leur récupération, mais ils peuvent aussi créer vos dossiers en ligne, par exemple, et aller jusqu'au paiement de la redevance qui peut aussi faciliter vos démarches. Il y a un quatrième cas de figure, mais qui est encore assez résiduel sur la plateforme. Il s'agit du téléversement de documents nativement électroniques. Ça va concerner des documents qui, effectivement, comportent un certificat électronique et dans ces cas-là, la plateforme va les reconnaître en tant que tels et vous n'aurez pas la nécessité de nous les transmettre physiquement au centre pour examen. Le téléversement directement sur la plateforme suffira.
Encore une fois, ce sont des dossiers finalement assez rares, mais c'est une possibilité. Dans tous les cas de figure, et quel que soit le mode de transmission que vous avez retenu, il est important d'accompagner vos demandes du récépissé de la demande. C'est le seul moyen d'associer vos documents au numéro de dossier qui a été créé en ligne, et sans ce récépissé, nous aurons beaucoup de mal effectivement à faire ce qu'on appelle l'appairage, c'est-à-dire faire correspondre vos documents à votre demande en ligne. Ensuite, une fois que tout ça a été transmis, traité, il va falloir effectivement payer la formalité, et c'est une étape importante puisque c'est le paiement de la formalité qui va déclencher la possibilité de télécharger en ligne vos apostilles et vos légalisations. Malheureusement, et ça c'est une demande qui est entre les mains du CSN et de la DSN, aujourd'hui le seul moyen de payer ces formalités, c'est par carte bancaire directement sur la plateforme, et malheureusement il n'est pas non plus à date possible de payer l'ensemble de vos formalités en lot en raisonnant en compte client. Aujourd'hui la plateforme elle raisonne encore dossier par dossier, ça c'est un axe d'amélioration dont il va falloir s'emparer, puisque pour vous principalement, à contrario du particulier qui va faire une demande occasionnelle, je comprends la lourdeur d'opérer des paiements sur l'ensemble des formalités de vos études. Et enfin, on va vous restituer vos originaux, alors soit au moyen de la lettre préaffranchie que vous nous avez fournie, c'est une des conditions posées par le décret, mais si ce n'est pas le cas, on vous réacheminera vos originaux et on appliquera à ce moment-là des frais d'affranchissement qui sont plafonnés à 5 € TTC. Et si vous avez fait appel au service d'un coursier, c'est ce même coursier qui viendra récupérer vos documents et vous les restituera. Pourquoi c'est important de revenir sur l'utilité de transmettre vos documents originaux? Alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais nombreux d'entre vous ont été surpris de récupérer vos originaux en l'état, c'est-à-dire sans manipulation de notre part. Effectivement, quand on reçoit vos originaux, on va les scanner et on va ensuite effectivement les appairer à votre demande en ligne. Mais comme la formalité qui va être délivrée à l'issue, elle est électronique et numérique, vos documents vous sont rendus en l'état. Ça ne veut pas dire que la formalité n'a pas été délivrée. Il vous appartient d'aller la télécharger en ligne une fois que vous aurez réglé les frais de redevance afférents à ces formalités. Donc, voilà, pas d'inquiétude quand vous récupérez vos originaux en apostille. Le principe, c'est la formalité numérique. Il y a une exception que je vous souligne pour les demandes à destination du Mexique. On a reçu une note verbale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et c'est le seul pays qui adhère à la Convention de La Haye et pour lequel on délivre des apostilles, pour lequel on fait également du papier. Quand je dis papier, c'est que la formalité, elle est à la fois numérique, mais elle est à la fois transmise au format papier, et ça concerne le Mexique. En revanche, pour les légalisations, et dans la mesure où la France est le seul pays à l'heure actuelle à s'être inscrit dans une procédure dématérialisée pour la délivrance et la certification des légalisations, on va nécessairement doubler la formalité numérique d'une formalité imprimée sur support papier revêtu du sceau du centre, sceau dont le spécimen a été adressé à l'ensemble des ambassades, de façon à ce que les légalisations, une fois qu'elles quittent le CLAP, puissent subir ce processus de surlégalisation par l'ambassade du pays en France. Alors, plus schématiquement, vous allez voir le processus simplifié qui reprend l'ensemble des explications que je viens de vous donner, selon qu'on raisonne côté client, côté CLAP et côté notaire. Donc, si je commence par le client, effectivement, il vous appartient de créer le dossier sur le portail grand public, d'imprimer le récépissé de la demande qui sera joint à vos documents originaux, qui nous sont transmis selon les différents moyens de transmission que je viens d'évoquer, hormis le cas, effectivement, des documents téléversés directement par vos soins, et ensuite le paiement de la formalité qui vous permettra alors de la télécharger. De notre côté, vous avez vu les macro-process qui accompagnent le cheminement de vos demandes. On réceptionne vos documents et vos documents vont subir une première pré-vérification, une première analyse. On va ensuite vérifier l'ensemble des prérequis sur lesquels on reviendra tout à l'heure. On va numériser vos documents et les appairer à votre demande en ligne. Il va y avoir un deuxième examen par un agent, et ensuite
ensuite on vous les renverra. Et vous avez vu qu'entre les deux, le notaire formalisateur va intervenir, va effectivement vérifier l'analyse qui a été réalisée par un agent et va certifier le document, c'est-à-dire qu'à l'aide de sa clé réale, il va poser sa signature et son sceau numérique sur le document PDF. Et c'est ce document que vous allez ensuite récupérer et qui fait office de formalité. Ensuite, on va aborder la question qui fâche, les délais de traitement. Alors, sur le papier, réglementairement, ça c'est le décret de 2021 qui nous donne les règles du jeu, que ce soit en légalisation ou en apostille, l'autorité compétente, donc les centres, ont 3 jours ouvrés, mais ces 3 jours ouvrés ne démarrent pas, la computation des délais ne se fait pas au moment où on reçoit vos documents, mais se fait au jour où les informations nécessaires au traitement de vos demandes sont disponibles dans la base de données des signatures publiques. C'est une nuance qui est importante à apporter, puisque c'est ce qui va expliquer que parfois on retient vos dossiers un petit peu plus longtemps, parce que si le signataire dont la signature figure sur l'acte ou le document que vous nous avez présenté n'est pas présent dans la base de données des signatures publiques, on va devoir interroger l'autorité compétente qui, elle, disposera de 5 jours ouvrés pour alimenter cette base de données nationale des signatures publiques, ce qui va à nouveau allonger ce délai de traitement. Et si on affine davantage les choses, si vous êtes passé par un coursier, entre le moment où il va récupérer vos dossiers, organiser, faire les vérifications requises et nous les déposer, il va se passer entre 1 à 3 jours. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'ouverture du courrier. On a à peu près 200 courriers et dossiers entrants chaque jour. Donc, ça prend un temps aussi d'analyse. Donc, comptez 1 jour supplémentaire. Ensuite, il va falloir numériser l'ensemble de vos actes. Et je souligne d'ailleurs que si vous pouvez privilégier les documents non reliés, non scellés, c'est un gain de temps puisque vos dossiers vont passer dans des scanners qui vont nous permettre d'obtenir la version numérique de vos documents et ça prend du temps. Il y a un temps de traitement incompressible qui est nécessaire du fait de cette seule étape. Et ensuite, il va y avoir tout le travail d'analyse qui va de 3 à 8 jours et qui est notamment dû au fait de l'alimentation de la base de données des signatures, puisqu'encore une fois, si le signataire n'est pas présent, il va y avoir ce délai d'1 semaine pour permettre à l'autorité concernée de corriger cette défaillance et d'alimenter la signature manquante. Donc vous voyez qu'on passe de 6 à 13 jours. On s'éloigne quand même sensiblement des délais réglementaires. Pour autant, et malgré tout, grâce à un outil de suivi qui a été mis en place par la Chambre des notaires de Paris, on s'aperçoit, si je prends le mois de septembre, vous voyez par exemple sur 2662 demandes en apostille, 46% sont sortis du centre traités et finalisés entre 0 et 5 jours, rajoutez 50% entre 5 et 10 jours, donc la plupart des dossiers ne restent pas plus de 10 jours au CLAP. C'est important de le souligner, mais j'ai conscience du fait que ces délais se sont dégradés avec l'arrivée des légalisations, puisqu'on s'est pris à ressources constantes un volume très important de demandes supplémentaires, ce qui n'était pas le cas avant le 1er septembre. Il existe des dossiers qui vont subir un traitement prioritaire. Ces dossiers sont, et vous le comprenez au regard du volume des dossiers reçus au CLAP, limités à un certain nombre d'hypothèses, parmi lesquelles on va retrouver le rapatriement de corps, la réponse à un appel d'offres, un fret de marchandises qui serait bloqué, le vol ou la perte de documents. Donc, ces cas d'urgence, quand vous nous apportez un justificatif, on va les traiter dans des délais prioritaires. Vous subirez de ce fait un tarif majoré, mais à partir du moment où ces dossiers nous sont présentés, on s'efforce de vous les remettre sous 24 heures et on accélère toutes les étapes que je viens de vous lister de façon à tenir ce délai. Mais vous comprendrez que le volume de dossiers déposés au CLAP ne permet pas de vous donner la main sur cette option. Donc,
c'est un agent, un collaborateur du CLAP qui va être en charge du dossier, qui va forcer sur le portail cette possibilité et opter pour un tarif express sur ce type de cas d'urgence. Et on en sort comme ça à peu près une cinquantaine par jour. Si on vient un petit peu sur le terrain des motifs fréquents de refus, et on lira à travers les prérequis nécessaires. Quand je dis prérequis, c'est les conditions de recevabilité de vos dossiers. On s'aperçoit que les motifs les plus fréquents de rejet, ou en tout cas d'irrecevabilité de vos demandes, vont tenir à l'expiration du document. Effectivement, tous les documents de type casier judiciaire, extrait cabis, acte d'état civil doivent être récents. Donc nous, on va examiner des documents qui datent de moins de 3 mois. On va également rejeter tous les dossiers sur lesquels il n'y a pas de sceau ou de signataire public, puisque, encore une fois, si je reviens au fondement, la formalité, qu'elle soit d'apostille ou de légalisation, c'est de vérifier l'authenticité d'un acte public. Donc, si on n'a pas la possibilité de vérifier ce caractère public au travers de la signature et du sceau, ce document ne pourra être que rejeté. De la même façon, pour certains documents, une certification matérielle de signature en français va être imposée. Quand elle ne figure pas, le dossier est rejeté. Un document à destination d'un pays assujetti à légalisation non accompagné d'une traduction conforme réalisée par un traducteur assermenté ne passera pas non plus les prérequis et vous sera renvoyé. Autre exemple, la signature présente sur l'acte ne correspond pas à celle déposée dans la base de données nationale des signatures publiques. C'est rare, mais ça peut arriver. J'ai des exemples en tête. Il s'est avéré qu'on avait reçu, par exemple, un document comportant une signature qui ne correspondait pas et en interrogeant l'administration compétente, l'agent n'était plus en poste. Donc effectivement, ces vérifications, ce n'est pas pour freiner l'avancement de vos dossiers, c'est parce que notre rôle consiste à vérifier ces points de recevabilité. Toujours est-il, et dans le questionnaire de satisfaction, il nous a souvent été fait le reproche de manquer de clarté et de précision sur les motifs de refus. On essaye d'être les plus diligents et les plus exhaustifs. On accompagne nos retours d'un formulaire explicatif qui reprend acte par acte les points qui n'ont pas été respectés. Encore une fois, on va améliorer cette communication envers vous si vous estimez qu'il manque des précisions qui vous seraient utiles pour mieux préparer les dossiers suivants. Toujours est-il que le dossier, quand vous recevez le retour de notre part avec le formulaire retour, on le laisse ouvert et on vous laisse la possibilité de corriger et de effectivement nous redéposer des documents dans les clous, dans les formes. Et dans ces cas-là, on priorise d'ailleurs le traitement, sachant qu'il y a déjà eu une navette entre le CLAP et vous. Donc, on essaie de ne pas pénaliser le traitement de vos dossiers, donc on les prend de façon plus prioritaire. Encore une fois, voilà, on essaie d'être le plus pédagogique. N'hésitez pas également, à travers la boîte contact du CLAP, quand vous avez un doute sur un prérequis, à nous interroger. Il vaut mieux prendre ce temps en amont du dossier que se voir opposer un refus et de perdre du temps. Et c'est très désagréable pour vous, je l'entends. Je vous propose d'aller sur les prérequis généraux à l'aide de ce schéma qui est un petit peu une carte mentale et qui, en fonction de la nature du document et du pays de destination, qui nous renseigne sur la formalité adéquate, de reprendre un petit peu les prérequis généraux et je rentrerai un petit peu plus dans le détail de certains actes particuliers. Si on prend en considération donc, un acte public français, ça peut être un casier judiciaire, un acte notarié, un acte d'état civil, un diplôme public. Alors, si on est sur l'apostille, on va accepter la copie certifiée conforme, qu'elle ait été réalisée par un agent d'officier public en mairie, un notaire, une chambre de commerce et d'industrie. Et peu importe la langue de rédaction. Ça, c'est une question qui a été beaucoup soulevée et qui a apporté beaucoup de cogitation au démarrage du centre. Un document français, mais rédigé en langue étrangère, en apostille en tout cas, est tout à fait acceptable sans besoin de traduction. Ça, c'est important à la grande différence de la légalisation.
En légalisation, donc les pays qui ne sont pas adhérents à la Convention de la Haye, on va accepter toujours pour les documents publics français les copies certifiées conformes. Je reviendrai dans la slide suivante sur les documents publics pour lesquels il n'est pas nécessaire d'apporter cette copie certifiée conforme parce qu'on a les signataires dans la base. J'ai consacré un diapositive sur cette question-là. Et enfin, pour les traductions, elles sont obligatoires, toujours vers le français et quelle que soit la langue présente sur le document. Donc, si vous avez un document rédigé en 2-3 langues étrangères, la traduction vers le français sera obligatoire pour toutes les langues représentées sur le document. Traduction opérée par un traducteur assermenté. C'est très important, sinon, encore une fois, ça fera l'objet d'un rejet. À côté des actes publics, on a les actes sous seing privé. Actes sous seing privé, mais revêtus d'une certification officielle. Ça peut être une facture, une fiche de paie, un diplôme délivré par un établissement d'enseignement privé, une procuration, une attestation. Donc, si on est en apostille, on va prendre effectivement une certification officielle à travers une certification matérielle de signature ou une copie certifiée conforme. En légalisation, pour les documents sous seing privé, la certification matérielle de signature de l'émetteur du document est obligatoire. Ça, c'est un point sur lequel la Chambre a appuyé une doctrine stricte. Donc, certification matérielle de signature pour les actes sous seing privé assujettis à la légalisation et comportant une adresse complète en France. C'est important aussi pour nous de vérifier un lien de rattachement matériel avec la France. Alors, pour faire le lien avec à la fois ces exigences en matière de certification et l'alimentation de la base. D'ailleurs, sur le site du Conseil supérieur du notariat, vous trouverez une carte interactive avec l'ensemble des signataires présents. Il y a des signataires qu'on a, dont on a les signatures et dont on a les sceaux et pour lesquels il n'est donc pas nécessaire de certifier les documents que vous nous présentez. Donc les cabis ou les documents extraits des greffes des tribunaux de commerce, à l'exception, j'ai souligné des greffes suivants, Saverne, Saint-Étienne, Arras, Belfort, Beauvais ou encore Clermont-Ferrand. Vous pouvez nous les produire en l'état, sans certification, puisque nous avons l'ensemble des greffiers des tribunaux de commerce dans la base de données des signatures. C'est le cas également des inspecteurs et des contrôleurs de la Direction générale des finances publiques. On a les inspecteurs et les contrôleurs dans la base, donc vous n'avez pas nécessité préalablement de certifier les documents. Ça peut être le cas notamment d'une attestation de résidence fiscale. Les magistrats du casier judiciaire national, ils ne sont pas nombreux, on les a tous dans la base de données des signatures, donc les casiers numéro 3 ou autres, vous n'avez pas besoin non plus de certifier les documents. Pour les officiers, tous les actes d'état civil des mairies d'arrondissement de Paris, on les a depuis presque le mois de mai-juin. On a tous les officiers d'état civil des mairies d'arrondissement de Paris et toutes les communes de plus de 100 000 habitants ont également un contact référent et sont présents dans la base de données des signatures publiques. La Direction générale de l'alimentation, c'est une autorité dont on a les signataires. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères également et on est en contact direct avec eux. Donc si toutefois il manquait un sceau ou une signature, il y a une réactivité telle que cette carence est corrigée dans la journée, voire dans l'heure. Donc pour ces documents-là, nul besoin de certifier préalablement. Et d'ici quelques jours, je l'espère, les vétérinaires officiels rattachés au ministère de l'Agriculture seront également présents dans la base de signature. A contrario, certaines autorités essentielles publiques sont encore manquantes. Et dans ce cas-là, effectivement, le palliatif, c'est de venir certifier conforme à l'original des documents publics. Et en tout cas, tant que la base ne sera pas correctement alimentée, c'est un palliatif sur lequel il sera utile de se reposer. À titre d'exemple, on peut citer l'INPI, l'autorité des marchés financiers, toutes les plus petites communes dont l'alimentation reste encore partielle dans la base de données des signatures publiques, le ministère de l'Intérieur, les préfectures, les ministères sociaux. Vous voyez, c'est tout autant d'exemples de signataires qui ne sont pas encore renseignés dans la base et pour lesquels une copie certifiée conforme à l'original est utile pour un traitement
de vos demandes. Encore une fois, ayez bien en tête que lorsqu'un signataire n'est pas présent, on interroge systématiquement l'autorité compétente concernée de façon à ce que cette base de données soit alimentée progressivement. Petite particularité, effectivement, vous ne pouvez pas intervenir sur des décisions de justice. Seul le greffe de la juridiction concernée, c'est-à-dire la juridiction qui a délivré le jugement, la décision, peut effectivement vous produire la copie certifiée conforme. Là, pas d'intervention de votre part, nous ne pourrons pas les accepter. J'en ai terminé. Je voulais peut-être juste rajouter, avant de céder la parole à Maître Bourdelle, concernant les prérequis généraux que j'ai évoqués. Il y a certains documents qui vont avoir une attention particulière. Certains actes nécessitent de vérifier des conditions. C'est le cas notamment des diplômes délivrés par des établissements privés. Là, il va nous falloir effectivement la certification matérielle de signature du signataire de l'établissement auprès de la CCI concernée. Tous les documents qui vont émaner d'un médecin, un certificat médical, des analyses de laboratoire d'un pharmacien, par exemple, devront également comporter le contreseing de l'ordre national qui supervise ces professionnels inscrits au tableau d'un ordre. Donc voilà, ça c'est une précision que je voulais apporter. Mais sinon, ayez bien en tête l'ensemble des prérequis. Ce support vous sera évidemment communiqué à l'issue du webinaire et vous pourrez vous y reporter. Et n'hésitez pas à questionner le centre en cas de doute sur un prérequis à observer. Et je cède la parole à Maître Bourdelle. Merci beaucoup. Merci Madame la Directrice. Monsieur le Président, merci pour votre invitation ce matin qui me donne l'occasion peut-être de lever le voile sur les contours de notre mission en tant que notaire formalisateur au CLAP et finalement de répondre à la question qu'on nous pose assez régulièrement quand on en discute ensemble, qui arrive finalement à cette question, oui mais d'accord, mais finalement tu fais quoi exactement quand tu vas au CLAP ? Voilà, et je ne doute pas que derrière leurs écrans, il y a bon nombre de notaires associés qui voient leurs notaires salariés s'éclipser régulièrement de leurs études pour se rendre aux 50 rue de Ménil. Et je suis certain qu'eux aussi attendent avec impatience ma réponse. Parce qu'effectivement, même si on est toujours très heureux de nous mettre au service de la Chambre, avoir été désigné notaire formalisateur demande d'y consacrer quand même un certain temps. Pour vous redonner les contours de cet engagement, c'est un engagement de 3 ans pour assurer, nous avions-nous dit au début de la mission, en principe 2 demi-journées comme titulaire, 2 demi-journées par trimestre, et puis auxquelles s'ajoutaient 2 autres demi-journées en tant que notaire suppléant pour le cas où effectivement le notaire titulaire était empêché ou si jamais la charge de travail au CLAP nécessitait que nous assurions l'ensemble de nos permanences. Eh bien, comprenez donc que depuis l'ouverture du CLAP, nous assurons donc l'ensemble de nos permanences, à savoir 4 demi-journées par trimestre. Alors c'est un rythme qui présente, j'avais envie de dire, un avantage pénalisant. C'est un avantage parce que c'est un rythme suffisamment espacé pour ne pas nécessiter de véritables aménagements dans nos missions au sein de nos offices. Et je dis ça parce qu'effectivement, on a une très large majorité parmi les notaires formalisateurs à être des notaires salariés. Et donc, c'est, à mon avis, un bon rythme, mais c'est tout de même un intervalle qui est trop rapproché pour ne pas avoir, mine de rien, un vrai impact sur le suivi des dossiers et le suivi des clients. Et alors, je voulais me permettre ce matin d'adresser deux types de remerciements. Je voulais adresser des premiers remerciements aux notaires associés qui permettent à leurs notaires salariés de consacrer ce temps. Et j'avais envie de dire pour agir au cœur de la société, pour reprendre la raison d'être du notariat, parce que finalement, c'est vraiment ça d'être notaire formalisateur au CLAP, c'est vraiment à destination de nos concitoyens. Et puis, second remerciement à destination de l'ensemble des notaires formalisateurs qui, à ne pas s'y tromper, rattrapent sur le reste de la semaine le temps, chaque demi-journée qui est passée au CLAP pour ne pas en faire pâtir les clients. Et malgré tout, il faut reconnaître, en tout cas pour ma part, et personne ne m'a obligé à tenir ce propos-là, mais pour ma part, c'est toujours un vrai plaisir de me rendre au CLAP, parce qu'on y est toujours attendu un petit peu comme si on venait y sauver des vies. En tout cas, on trouve sur place à chaque fois une équipe qui est d'une grande gentillesse, toujours souriante, disponible vraiment pour répondre à nos questions, s'assurer qu'on ne manque de rien et même jusqu'à nous servir à notre place notre café chaud accompagné de son petit palais breton. Il faut reconnaître qu'à l'étude, on n'a pas ce genre de traitement. Voilà. Alors une fois bien installé, comment ça se passe une permanence? Alors
On s'installe à un poste qui nous est dédié. On insère notre clé réelle dans l'ordinateur comme si on souhaitait signer dans notre parapheur dépôt des délivrances de documents. On a notre seau humide toujours avec nous pour procéder à la moindre rematérialisation si cela est nécessaire. Et comme on a pu l'évoquer, j'y reviendrai un petit peu. Et puis on reçoit des équipes, l'ensemble des formalités urgentes à délivrer dans la journée. Gaël en a parlé il y a quelques instants. Et ensuite, on va se servir sur les étagères des différents dossiers d'apostille et de légalisation qui sont triés par ordre chronologique. Voilà, donc il y a vraiment cet ordre qui est respecté. Et débute alors une permanence de 3 heures, qui est une permanence à la cadence très élevée. Alors, une cadence élevée parce que vraiment le travail, c'est de délivrer dans ce laps de temps le plus de formalités possible. Et vous verrez que c'est vraiment ce à quoi s'emploie chaque notaire lorsqu'on est sur place. Et pour être parfaitement honnête, notre mission, que je vais vous détailler dans quelques instants, ne présente pas de grandes difficultés. Elle demande simplement une vraie concentration. Et au bout de 3 heures de permanence, je ne vous cache pas qu'on en sort presque fourbu, comme après un examen, on peut dire, qu'on passe à l'INFN. Alors, délivrer des formalités, ça consiste en quoi exactement quand on est notaire formalisateur ? Pour tenter de vous rendre la réponse un peu concrète, j'avais envie de vous répondre en disant que c'était à mi-chemin entre le jeu cherche et trouve, que les jeunes parents comme moi connaissent bien, et le jeu des 7 différences. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut bien reconnaître qu'une fois que le dossier arrive sur notre bureau, en tant que notaire formalisateur, toutes les étapes que Gaël vous a expliquées se sont déjà déroulées. Et donc, 90% du travail a déjà été réalisé par toute l'équipe du CLAP qui ont réceptionné la demande, qui ont vérifié que la demande était conforme, qu'elle était complète, qu'ils ont procédé aux vérifications d'usage. Et comme cela vient de vous être expliqué, qu'il y a déjà même un avis qui a été émis par le membre du CLAP qui s'est chargé du dossier quant à la conformité ou non du signataire, de sa signature, de la véracité de son sceau et même de la date de début de mandat ou de fonction. Voilà. Et de notre côté, on a le dossier papier sur notre bureau, on en a parlé aussi, qui n'est pas complètement inutile parce qu'à de nombreuses reprises, on a besoin de s'y référer pour aller vérifier le sceau. Et je pense à tous les sceaux secs, soit des mairies, soit de vous, notaires, qui, au moment du scan, ne repassent pas proprement sur le logiciel. Et donc, on revient à notre dossier papier pour aller passer le doigt sur le sceau et vérifier qu'il s'agit bien du bon sceau et que le sceau est bien présent. Voilà. Ce dossier papier, on doit donc le retrouver sur la plateforme informatique de délivrance et procéder une seconde fois, j'ai même compris même à une 3e fois, aux formalités qui ont déjà été, aux formalités de vérification qui ont déjà été réalisées par toute l'équipe du CLAP pour délivrer enfin la formalité à l'aide de notre clé réelle et bien sûr de notre code PIN. Voilà. Alors concrètement, la délivrance d'une formalité, que ce soit légalisation ou apostille, ça n'a rien de très épanouissant, c'est relativement basique et hormis le travail de seconde vérification que l'on effectue, ça peut se résumer, pour être honnête, à une série de clics et de saisies de numéros à faible valeur ajoutée, vous l'aurez compris. Et pour ceux qui trouvent que nos logiciels de rédaction d'actes nous demandent trop de manipulation, je crois que vous allez apprécier la procédure. Je vais vous la détailler rapidement, mais que vous compreniez vraiment ce qui se passe quand on est à notre poste. On est donc sur le logiciel, effectivement, au niveau des notaires formalisateurs. On clique sur l'onglet filtre recherche, un clic pour pouvoir y rentrer les chiffres du numéro du dossier que l'on a à traiter. On essaye d'en saisir au moins 4 pour que le filtre fasse effet et qu'on retrouve facilement notre dossier avec le nombre de documents et le pays de destination. Et donc, ce n'est pas inutile de le renseigner correctement. On clique sur Action, on est à 2 clics. On clique sur Attribuer le dossier, 3 clics. On attend 1 à 2 secondes que le dossier soit effectivement attribué par la machine. On change d'onglet pour aller dans Dossier actif, 4 clics. On clique sur Traiter le dossier, 5 clics. On attend que le document se charge, 2 à 3 secondes supplémentaires. Et quand le document apparaît, commence le jeu cherche et trouve, on déroule le document pour essayer de trouver sur le document la formalité que nous avons à apostiller ou à légaliser. Alors sur des actes d'état civil, c'est pas très compliqué parce qu'en général le document fait 1 page et on trouve la signature et le sceau rapidement, mais sur d'autres documents comme les cabis, comme éventuellement les statuts, les documents traduits, les demandes d'autorisation de délivrance de médicaments ou autres, ça peut prendre quelques secondes supplémentaires parce que les documents peuvent avoir soit plusieurs tampons, il faut qu'on trouve le bon, soit même plusieurs pages et il faut qu'on arrive à la bonne page pour trouver la légalisation, la formalité à légaliser ou à apostiller. Voilà. Une fois la formalité trouvée, commence le jeu des 7 différences. On a le document sur la colonne de gauche et ce qui est retrouvé dans la base des signatures des signataires publics dans la colonne de droite. Et par un petit coup d'œil
droite-gauche, on vérifie effectivement que la personne signataire est bien connue, qu'elle est toujours en fonction au moment où elle a apposé sa signature, que son sceau est connu et équivalent à celui qui est dans la base de données, et bien sûr que sa signature correspond à celle qu'il y a dans la base. Et donc en tant que notaire, quand vous certifiez des signatures, effectivement, ayez à cœur de soigner votre signature pour qu'elle ressemble, à ne pas s'y tromper, à celle qui est dans la base et que vous avez celle qui a été enregistrée au moment des formalités de votre nomination, etc. Voilà, une fois que le document est conforme, on clique sur délivrer le document. Et si le document est sur notre bureau, il faut reconnaître que dans 95% des cas, il est bien conforme. On est déjà à 6 clics. On attend 1 à 2 secondes pour pouvoir changer d'onglet, aller dans Documents à délivrer, cliquer sur délivrer le document, rentrer notre code de clé réelle comme on demanderait un document d'état civil Comedec, et ça prend à peu près le même temps pour délivrer le document. Et par dossier, il y a entre 1 et parfois plus de 100 documents, et il faut apposer notre code PIN autant de fois qu'il y a de documents. Donc sur les dossiers où il y a une centaine de documents, eh bien, pendant de longues minutes, nous rentrons à la suite nos codes PIN, sans bien sûr se tromper, puisqu'on est toujours soumis aux 3 saisies sans faute à la suite. Et donc parfois on se fait un peu peur, mais jusqu'à présent, je crois que personne n'a encore bloqué sa clé réelle en session, donc tout va bien. On attend quelques secondes entre chaque document, le document est délivré, on rafraîchit la page, on est à 9 clics, on passe au dossier suivant et on réitère l'opération le plus rapidement possible. Et pour certains pays destinataires de l'apostille et pour l'ensemble des légalisations, il faut ajouter l'impression de la illégalisation auquel qu'on vient joindre au document original. Et on ajoute, comme on l'avait expliqué, à nouveau notre sceau, le sceau du centre, et à nouveau notre signature sur la e-formalité qui est déjà revêtue de notre sceau de notaire formalisateur et de notre signature. Voilà, pour ceux qui ont la référence sérielle, nous voilà revenus à l'époque du tamponné, double tamponné, mais ça prend toujours un peu plus de temps. Voilà, pour vous expliquer que même si jamais la mission du notaire formalisateur elle est très largement facilitée par l'ensemble par tout le travail qui est effectué par les membres du CLAP, malheureusement on est contraint par les délais incompressibles de l'informatique qui sont liés finalement au nombre de clics, au temps de chargement des documents et finalement liés au fait que la formalité soit délivrée électroniquement. Et ça plafonne malheureusement le nombre de formalités qu'on peut délivrer par session, quand bien même effectivement une fois que ça arrive sur notre bureau, la quasi-totalité du travail est fait. Voilà, mais je voulais vous témoigner parce que c'est pas quelque chose qui me semblait évident au début de la mission, mais vraiment de vous témoigner à quel point l'ensemble des notaires formalisateurs et bien sûr l'ensemble de l'équipe du CLAP est à chaque fois à 100% consacré sur sa mission. J'imaginais au début, quand on a été nommé, qu'on aurait la possibilité éventuellement de faire 2-3 mails sur les dossiers ou passer 1 ou 2 coups de téléphone pendant les sessions. Je vous assure que pendant les 3 heures, on est à 100% consacré à notre tâche. Voilà, et en guise de conclusion, je voulais quand même dire que être notaire formalisateur, c'est bien sûr rendre vraiment une mission de service public, parce que vous avez compris que ce n'était pas une tâche très, très gratifiante. Une mission de service public qu'on ne rend pas tant à nos seuls clients comme on a l'habitude, mais finalement à l'ensemble des usagers du CLAP. Et ça, c'est pas inutile de le rappeler, parce que même si dans certaines circonstances, on se demande un peu à quoi la formalité qu'on délivre sert, et j'ai à chaque fois une petite pensée pour mon confrère quand je viens en tant que notaire formalisateur, certifié avec mon sceau de notaire et ma signature de notaire, le sceau et la signature d'un autre de mes confrères. On se demande un peu quelle est la plus-value de la formalité, mais on le fait. En tout état de cause, le fait que le notariat se soit saisi de cette mission-là, ça permet de renforcer la qualité du contrôle qui est fait au moment de la délivrance de la formalité, par rapport à ce qui était fait avant par les cours d'appel. Et je pense qu'en renforçant la qualité du contrôle, on renforce aussi la valeur de la formalité que l'on délivre. Et puis ça permet quand même de témoigner auprès de nos concitoyens de la place que c'est prendre de notariat quand on le lui demande, toujours un peu plus en relais du système judiciaire, malheureusement, mais on a des clients ou en tout cas des personnes usagers du CLAP qui vont pouvoir voir que sur le document qu'ils ont souhaité légaliser ou apostiller, il y a un notaire qui est allé se mettre à son service, quand bien même ce n'est pas nécessairement un acte authentique qu'ils ont demandé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Guillaume. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour répondre à quelques questions qui ont été posées à travers le chat. Je vais en prendre quelques-unes, on pourra y répondre à toutes vos questions, mais je pense que la transmission du support permettra de compléter.
Alors, la première, pouvez-vous rappeler les jours et horaires d'ouverture du centre? Alors oui, nous sommes ouverts de 9 h à midi, tous les jours ouvrés et sur rendez-vous pour faciliter effectivement le passage d'environ 100 visiteurs jour. C'est la moyenne qu'on connaît depuis l'ouverture du centre. Tout ça donc au 50 avenue Daumesnil, dans le 12e, au 8e étage. Voilà. Une autre question, effectivement, concernant la redevance et le fait d'envisager une facture mensuelle plutôt qu'un paiement par carte bleue à chaque demande. De même, en tant que notaire, est-il envisageable de créer un compte utilisateur plutôt que de se connecter avec son numéro sirène pour chaque demande? Effectivement, c'est un point de difficulté qu'on a pu souligner. Aujourd'hui, c'est très fastidieux de procéder à cette étape de règlement des formalités. Ces demandes, elles ont été portées à la connaissance de la DSN et du CSN il y a déjà quelques mois. On va s'emparer de ce sujet-là et je comptais sur moi pour passer les messages à l'appui justement de vos observations et de vos remarques du jour. Idéalement, c'est ce vers quoi on essaierait de tendre, diversifier les moyens de paiement et effectivement raisonner davantage en compte client plutôt que dossier par dossier, ce qui est effectivement pas du tout confortable pour vous. Alors, excusez-moi, je lis les questions en même temps qu'elles arrivent. Alors, comment expliquez-vous que les délais demeurent extrêmement longs 6 mois après la mise en place de ce service, alors qu'un délai similaire à celui de la Cour avait été promis? Alors, je ne sais pas quelles étaient les promesses, mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est quand on lit effectivement le décret d'application, que je vous invite à consulter d'ailleurs, c'est le décret 2021-1205, les délais sont de 3 à 5 jours ouvrés. Alors effectivement, à l'époque de la Cour d'appel, et c'est ce qu'on entend très souvent, on repartait le jour même avec notre formalité, sauf qu'à l'époque, vous ne passiez pas par une plateforme dématérialisée. À l'époque, il n'y avait pas de vérification sur l'authenticité du document qui était présenté, effectivement. Et puis, il y avait une territorialisation du traitement de ces demandes. Aujourd'hui, tout ça a éclaté et toutes les demandes qui nous parviennent ne sont pas nécessairement des demandes qui auraient été traitées par les cours d'appel de Paris et Versailles pour celles qui nous concernent. À Paris, on traite les documents de la France entière et voire bien au-delà, puisqu'on traite les documents de tous les Français qui vivent à l'étranger. Et ça accroît considérablement la masse de travail à supporter. Donc effectivement, c'est difficile de comparer ce qui n'est pas comparable. Les délais qui étaient ceux exercés par la Cour d'appel antérieurement s'inscrivaient dans des procédures qui ne sont pas du tout les mêmes que celles suivies aujourd'hui. On vous a déroulé, et j'espère que on a été suffisamment explicite dans le détail des étapes qui sous-tendent aux délivrances de vos formalités. Il est impossible de les faire dans l'heure au moment où les documents vous sont présentés parce qu'ils doivent subir ce process qui a été conçu par le notariat de cette façon-là. Donc effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Je me permets de compléter aussi sur le fait que à la fois le CLAP et à la fois avec la DSN, je peux témoigner du fait qu'on est quotidiennement à la recherche de pistes d'amélioration. Voilà. Et effectivement, il y a ce côté rassurant de se dire qu'en 6 mois, même si les délais restent pour certains d'entre vous insatisfaisants, il y a énormément de choses qui ont été mises en place depuis 6 mois et qui permettent de réduire largement ces délais. En témoigne également un partenariat très, très rapproché avec la DSN, même sur la question de l'interface notaire-formalisateur pour essayer d'économiser le nombre de clics, gagner du temps dans le temps de chargement des documents et qui, pour quelques secondes gagnées à chaque fois par dossier, multiplié par le nombre de documents qu'on formalise, va faire gagner beaucoup de temps. Donc on est en voie d'amélioration très certainement. Oui, il faut considérer que ça fait pas si longtemps que l'ensemble des centres sont en service. Il y a des réunions fréquentes avec à la fois la DSN et le CSN en vue d'améliorer les procédures. Il y a des groupes de travail qui ont été constitués qui mettent effectivement en dialogue à la fois les utilisateurs que sont les collaborateurs de ces différents centres, les notaires qui vont venir certifier les documents. Tout ça en vue de faire évoluer la plateforme, de gagner en performance.
en bande passante aussi, de peut-être supprimer un certain nombre de clics, voilà, de façon à délivrer les formalités plus rapidement. Je pense avoir le temps de prendre encore quelques questions. Alors, une question qui est revenue, et je la prends et je me mets en difficulté à la prenant, mais c'est le jeu de la transparence. Aurons-nous la possibilité de joindre un interlocuteur par téléphone, par mail, en cas de doute sur une demande? Alors oui. En revanche, effectivement, le CLAP ne dispose pas d'un standard téléphonique. Je ne vous cache pas que si en plus on devait s'ajouter cette tâche-là, on aurait du mal à traiter vos demandes. En tout cas, vous avez la possibilité de nous contacter par mail. Chaque jour, cette boîte est relevée plusieurs fois par jour et on essaye de s'assigner des délais de réponse très courts, en tout cas sur la partie sollicitation par voie de mail, de façon à vous accompagner à la fois sur un état de suivi de votre dossier, une question sur un prérequis, un signataire qui pourrait être présent ou absent dans la base. Donc évidemment, si vous avez un doute sur une demande, vous pouvez nous contacter à l'adresse clap.paris.notaire.fr et nous tâcherons de vous accompagner par mail très rapidement et de répondre à l'ensemble de vos questionnements et d'y apporter les éclaircissements utiles. Ensuite, une dernière question peut-être sur les traductions. Pourquoi impose-t-on désormais la traduction en français de tout document rédigé en langue étrangère lorsqu'il ne comporte pas au minimum une version française? Alors effectivement, sur cette question-là, et encore une fois, ça va concerner que la légalisation, puisque pour la partie apostille, comme je vous l'ai dit, on accepte les documents rédigés dans toutes les langues à partir du moment où c'est un signataire public qui est intervenu sur le document. Pour la partie légalisation, il est important effectivement de vérifier la conformité d'un acte dans sa version source et de s'assurer qu'à travers cette formalité, on ne participe pas à la circulation d'infos. C'est essentiellement pour cette raison qu'on va vous demander la traduction vers le français. Et je m'en excuse par avance, il y avait effectivement certaines tolérances précédemment sur des documents en anglais, considérés comme une langue manipulée avec plus d'aisance, et des documents courts, mais ce sont des tolérances auxquelles la Chambre des notaires de Paris n'a pas souhaité donner suite. Donc on va effectivement exiger pour les légalisations une traduction vers le français de toutes les langues présentes, et ça va concerner également les documents en anglais. Et je vous l'accorde, c'est pas tout à fait ce qui était pratiqué ces derniers mois, et c'est pas ce qui était pratiqué à l'époque où le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avait cette compétence. Je pense qu'on arrive au terme de cette session. Est-ce qu'on peut prendre... Oui, une dernière question. Est-ce que vous voulez... Je balaye à nouveau les questions. Ah oui, ça c'est une question intéressante et peut-être que Maître Bourdelle, vous pourrez rebondir sur l'uniformisation des critères de refus entre notaires formalisateurs. Alors, effectivement, il faut savoir que la liste des notaires a été complétée en septembre pour absorber le choc et l'arrivée des légalisations, mais ayez en tête que sur une journée, vous allez avoir 4 notaires qui vont se succéder avec chacun, effectivement, leur lecture et leur interprétation. On harmonise effectivement le tout. Des circulaires sont régulièrement transmises aux notaires formalisateurs. L'idée, c'est que le dossier ait la même chance de passer, quel que soit le notaire qui va prendre en charge son examen. Et puis, n'oubliez pas qu'auparavant, un collaborateur du CLAP qui est formé, on a des points d'équipe chaque semaine, a examiné l'ensemble des prérequis. Alors vous me direz pourquoi un dossier va passer lorsqu'il est traité par un notaire et pourquoi il ne passera pas quand il est passé par un autre. Alors effectivement, ça, je pense que c'est un point d'amélioration de façon à viser une uniformisation des pratiques, que ce soit côté collaborateur évidemment, mais effectivement côté notaire, et j'envisage même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a 14 autres centres, ce serait idéal qu'on dialogue avec nos homologues des 14 autres centres de façon à ce que ces prérequis soient communs à l'ensemble des centres et à l'ensemble des notaires qui vont être chargés de la mission. Je ne sais pas si vous voulez éventuellement réagir sur... Si, je peux compléter un peu parce qu'effectivement, il y a le sujet des prérequis, c'est-à-dire de permettre que le dossier aille jusque sur le bureau du notaire formalisateur.
Mais effectivement, et c'est bien la preuve qu'une fois que le dossier est sur notre bureau, on ne se contente pas simplement de rentrer nos codes PIN pour délivrer les apostilles et les légalisations, il y a ce travail de vérification. Et en fait, nécessairement, alors ça reste très marginal, mais il y a quand même des cas où on se pose des questions en tant que notaire formalisateur, de se dire mais est-ce que cette formalité-là, je la passe ou est-ce que je la passe pas? Je pense au cas où on a des signatures qui ne ressemblent pas effectivement à la signature qui est dans la base. Alors parfois on peut rater sa signature, mais on a des cas où la signature est quand même très différente. On peut se rendre compte que parfois on a des petits PO, donc je signe pour le compte d'eux, et donc je signe pour le compte de la personne qui est dans la base, mais la signature qui est apposée, elle ne correspond pas. Voilà. Alors, on imagine bien que les choses sont faites effectivement de bonne foi, mais qu'est-ce que je fais moi en tant que notaire formalisateur quand je suis derrière mon poste pour passer est-ce que je passe la formalité ou pas? Moi, mon boulot, c'est de vérifier effectivement que la signature correspond, que le sceau corresponde, et donc voilà, on a quand même un libre arbitre, et à certains moments, même les membres du CLAP, malgré leur bonne volonté, nous disent, mais là, c'est à vous de trancher parce que voilà, nous on émet des réserves, ce matin c'est passé, mais on vous laisse la liberté de choisir, et donc parfois ça ne passe pas en fonction du choix du notaire en place, et voilà. Effectivement, il peut arriver, c'est fréquent qu'un dossier, le collaborateur va suggérer une décision de recevabilité ou d'irrecevabilité. Dans ce second cas, cette suggestion de décision, je dis suggestion parce qu'in fine, le mot de la fin appartient au notaire, va être accompagné d'un certain nombre d'observations. Mais voilà, encore une fois, les notaires tranchent in fine, ce qui peut expliquer disparité sur des dossiers qui auraient pu être acceptés par d'autres. Et je pense qu'on arrive cette fois-ci au terme de ce webinaire. Merci pour votre participation. Comme je vous l'ai dit, l'ensemble de la documentation qu'elle vise, le support pédagogique, le questionnaire de satisfaction, la circulaire également, qui reprend un certain nombre de règles et de procédures attachées à la délivrance de ces formalités, vous seront envoyées à l'issue de ce webinaire, donc dans les prochains jours par la Chambre des notaires de Paris. Merci à toutes et à tous.